Très heureux de vous retrouver, à la fois les 20 et quelques collectifs qui ont accepté de venir se rencontrer et nous rencontrer en même temps pour cette première prise de contact. Je crois que pour un certain nombre d'entre vous, vous ne vous êtes jamais vus, certains avaient l'habitude d'échanger, etc. Mais l'idée un peu c'était d'amorcer ce type d'échange et de le faire dans le cadre des assises du journalisme. Je crois que Jérôme est toujours là et qu'il voulait nous faire un petit mot d'accueil parce que c'est grâce aux assises du journalisme qu'on a pu effectivement monter cette rencontre. Non, une absolue brièveté d'abord pour vous souhaiter vraiment la bienvenue ici même, et parce que c'est l'ADN des assises que depuis 17 ans d'essayer de rassembler tous les acteurs dans leur diversité pour échanger et proposer. Je remercie aussi Jean-Marie à cette occasion parce que ce garçon est incroyable. Dans nos 17 ans de ce jeune âge, il est toujours avec des nouvelles propositions pour essayer de coller au mieux aux réalités des aspirations de nos confrères, de consoeurs, de ceux qui font de l'innovation. Et donc, il m'a parlé de cette idée de dire, mais si on essayait de bâtir un rendez-vous des collectifs aux assises qui va devenir sur la longueur un rendez-vous, pardon, presque bref. Et bien, on a évidemment tout de suite des livres et portugais, parce qu'on a aussi remercié Jean-Marie pour tout ce qu'il fait. C'est le Jean-Marie Charondet aujourd'hui. Après, vous avez le baromètre social de Jean-Marie Charon, c'est la journée de Jean-Marie Charon. Plus sérieusement, en tout cas, bon échange, et vous dire vraiment qu'en fonction de ce que vous avez dessiné ensemble, si on peut d'une manière ou d'une autre accompagner le mouvement de nos souhaits, on est tout à fait disponible. Merci Jérôme. Alors on a été, on est donc, là vous êtes théoriquement, alors je crois que vous devez être 22 appartenant à différents collectifs. Il doit y avoir qu'une vingtaine de collectifs qui sont présents. Mais on a travaillé avec 24, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir. Je n'ai aucune idée de savoir, mais je vous l'ai dit plusieurs fois aux uns et aux autres, je n'ai aucune idée sur le fait de savoir si c'est représentatif ou pas. Si vous êtes tous là, ou s'il en est plein, et qu'on a énormément de manques qui vont être cruciaux pour nous. Donc ça, c'est quelque chose à voir dans l'avenir, si d'autres veulent nous rejoindre. Peut-être que d'ailleurs dans la salle, il y a des personnes qui appartiennent à des collectifs et qui ne nous ont pas, qui n'ont pas participé, qui n'ont pas vu les appels et tout ça. Alors, hier, en discutant un peu avec les uns et les autres qui n'étaient pas forcément dans cette salle, je me suis rendu compte que je disais qu'on avait un rendez-vous des collectifs. Par exemple, avec Jacqueline, on discutait, etc. Les gens qui étaient autour de nous disaient « mais c'est quoi un collectif ?» Alors, on a déjà, on va partir, parce que là, vous êtes entre vous des collectifs, et puis l'idée, c'était d'ouvrir à un public. Pourquoi ne pas avoir fait simplement une réunion fermée ? Bien parce que je me suis rendu compte, notamment dans l'enquête que j'ai faite sur les jeunes journalistes un peu ces dernières années, que beaucoup de jeunes journalistes qui étaient pigistes, soit certains étaient dans les collectifs, c'est même en grande partie comme ça que j'ai découvert et compris comment ça fonctionnait, mais d'autres se disent insécurité, fragilité, complexité du travail en tant que pigiste, etc. Probablement qu'un collectif, ça serait important pour nous. Alors, soit pour en créer un, par exemple, Hugo, qui est là, en a créé un il n'y a pas très longtemps, et puis d'autres, rejoindre un collectif, comment on fait, quels sont les collectifs qui existent, à quoi ça ressemble, enfin, etc. Et effectivement, il y a une très grande diversité. Donc, il y a un public probablement de gens qui sont intéressés, et puis il y a un public tout simplement de personnes qui sont intéressées à voir qu'est-ce qui se passe dans ces collectifs, etc. Donc c'est un peu bâtard, vous me direz, comme construction, c'est-à-dire qu'on vous invite à un échange entre vous et en même temps avec un public qui est intéressé par le sujet, soit pour s'informer, soit parce qu'il a envie éventuellement d'entrer dans cette dynamique. Alors, on va faire pour ceux qui se demandent toujours qu'est-ce que c'est qu'un collectif, avant que vous vous présentiez vous-même, je suis parti d'une définition a minima que vous allez probablement contester en partie. On va dire que c'est d'abord des journalistes, en général des
pigistes, mais pas toujours, qui décident de se regrouper pour travailler ensemble, et plutôt dans la durée. Vous voyez, c'est très minimal, mais finalement, quand je vois votre diversité, je me dis que si j'entre plus dans le détail, à chaque fois, je vais sortir quelqu'un qui va dire « bah non, moi, c'est pas comme ça chez moi », etc. Donc voilà un peu, si vous voulez, la démarche. Donc pour commencer, on pourrait se dire que ça risque d'être répétitif parce que vous êtes a priori dans des démarches assez comparables, mais en même temps vous êtes tellement divers que je pense que c'est intéressant que vous vous présentiez tous, les uns après les autres. Il y a un micro qui va tourner comme ça. Alors comme je vous l'ai demandé, c'est des présentations à minima, c'est quand vous avez eu l'idée de vous créer, quelle était votre idée de départ, même plutôt, l'idée de départ, quand ça s'est passé, combien vous êtes, et puis ensuite, est-ce qu'il y a une thématique dominante, et puis un thème qui est souvent intéressant à mettre en avant tout de suite, c'est est-ce que vous êtes dans une démarche qui consiste à avoir des productions ensemble? Voilà. Au minimum, si vous pouvez nous dire ça les uns et les autres. Voilà. Et d'abord, le nom de votre collectif, parce que moi, visuellement, je ne vous connais pas, donc je ne vais même pas vous présenter par votre collectif ou par votre nom. Si vous voulez bien. Alors je vais essayer d'être rapide parce qu'on est nombreux. Alors moi c'est Mathieu Martinière, je suis le cofondateur de We Report. Donc il y a un collectif qui a 10 ans cette année, qui s'est créé à Lyon. Alors nous on a la petite particularité d'être pas seulement français, parce qu'il y a 4 nationalités dans le collectif. Donc il y a des Français, des Italiens, des Suisses et des Allemands. Ce qui fait qu'on fait des productions parfois européennes, même si tout le monde est francophone. Et on fait essentiellement de l'enquête ou du reportage au long cours, en tout cas qui prend son temps. On fait très peu d'actualité et on fait pas mal de productions ensemble. C'est l'idée du collectif, c'était de pouvoir réaliser des sujets ensemble et puis de pouvoir les décliner aussi, qu'on travaille à 3, à 4, à 5 sur des sujets, qu'on va décliner pour la presse écrite, pour en faire des documentaires, pour en faire des bouquins. Voilà, on est 11 dans le collectif. Et voilà, je pense que j'ai résumé. Je me permets un petit mot quand même, parce que je trouve que We Report fait partie des 4 nommés pour le Grand Prix du journalisme Michel Derinon qui sera remis ce soir. Bravo. Pour nous, c'est tous les pigistes qui sont nommés plus que le collectif, mais merci. Bonjour, Romain Mielcarec, je représente un collectif qui s'appelle Longshot. On a à peu près 3 ans, nous sommes aujourd'hui 7. L'idée de départ était plutôt de faire de la couverture de l'international, ce qui était notre point commun, sans bureau, parce que 2 d'entre nous avaient déjà un bureau et que 2 ou 3 autres étaient plutôt radins et déjà bien installés dans leur rythme à la maison. Le Covid a fait qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en visio, ça fonctionnait plutôt bien. Et l'évolution de nos parcours respectifs, notamment l'une de nos piliers qui est partie s'installer à l'étranger, a fait que finalement, on est resté sur ce format-là. Le moteur de départ, c'est plutôt un soutien moral, de ne pas se retrouver tout seul et de pouvoir échanger quand il y a des tuiles. Et d'avancer sur ce problème culturel qu'on a dans la profession, qui est d'avoir le réflexe d'avoir peur de la concurrence et de passer à un truc de, en fait, parlons de nos projets à d'autres en créant un petit cercle de confiance, échangeons les rédacs, disons appelle tel rédacteur en chef de ma part, ça va pas me faire perdre du boulot, au contraire, etc. etc. C'est plutôt utile. On a une certaine performance, c'est qu'on arrive à accumuler les crises assez conséquentes. On en a une, du coup, celle qui est partie à l'étranger, qui s'est fait expulser de 2 pays en 1 an sur des accusations d'espionnage. On en a un qui a 3 procès en diffamation en cours, et on en a 2 qui viennent d'être condamnés pour complicité de financement de terrorisme. Moi, j'ai eu un enfant, donc on a des galères plus ou moins graves. Mais c'est vrai que dans les moments vraiment, vraiment hard, et certaines en particulier traversent des trucs qui sont d'une violence exceptionnelle, ça permet d'avoir... en fait,
tous ont eu un appui de leur rédaction dans ces crises extrêmes. N'empêche qu'en étant pigiste, on ne peut pas s'appuyer de la même manière qu'un staffé sur ce genre de situation. Et donc ça permet d'avoir quand même des vraies références sur lesquelles s'appuyer. Une problématique qui me paraît importante, c'est la question de comment on assume les responsabilités dans un collectif. On se rend compte qu'on a beau avoir une logique d'organisation horizontale, il y en a certains, et peut-être même au singulier, qui dans l'équipe prennent plus d'initiatives, organisent plus, et qui de facto se retrouvent un peu à cheffer, ce qui est un vrai problème organisationnel. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Bauer, je suis membre du collectif YouPress. Et on est un peu vieux, nous, alors ça ne se voit pas, mais quand même, ça fait 16 ans qu'on existe. On s'est créé en 2008. Moi, j'ai rejoint ce collectif à ses tout débuts, donc je n'en ai pas été à l'initiative, mais tout était encore très embryonnaire. Et l'idée de départ était de faire le journalisme un peu de nos rêves. Ceux qui l'ont fondé, celles qui l'ont fondé, étaient toutes passées en rédaction, avaient été un peu déçus de cette expérience et se sont dit qu'on avait des aspirations qui pouvaient s'exprimer plus librement en étant freelance. C'est comme ça qu'on l'a pensé et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, notamment en partant beaucoup à l'étranger ensemble, avec des projets de reportage pas du tout rentables. Partir à 10 au Kosovo, non, mauvaise idée, mais ça a été hyper formateur et on est devenus collègues, amis et compagnons et compagnes de galère. Et Romain l'a dit, l'aspect de la solidarité est hyper important, mais je pense qu'on va revenir dessus. Aujourd'hui, on fait un peu moins de reportage à l'étranger, mais on a encore du reportage, de l'enquête, et puis aussi d'autres choses, parce qu'en vérité, la réalité fait qu'on ne peut pas seulement vivre de l'enquête constamment, même si on essaye d'en faire le plus possible. Et le collectif nous a permis de mener des projets collectivement, c'est-à-dire en binôme, en trinôme, ou à 4 parfois, et sinon carrément tous ensemble. Je pense à un gros projet qu'on a mené l'année dernière, qui s'appelle Femmes à abattre, qui était une enquête sur les féminicides qui ciblent les femmes pour leur genre et pour leur combat politique. Mais on pourra revenir aussi sur cette question. Donc pour moi, le collectif, c'est vraiment une question de survie. C'est pas du tout anecdotique. C'est ce que je conseille à tous les jeunes journalistes d'ailleurs de faire, parce que c'est dans un monde de plus en plus concurrentiel, c'est vraiment la seule façon de résister. Voilà, merci. D'accord, merci. Bonjour, alors Audrey Delaporte, moi je suis cofondatrice du collectif de photojournalistes hors format, un collectif qu'on a créé en mai 2020, donc du coup peu après le début de la crise du Covid. On sortait d'une formation tous ensemble, qui est une formation à l'EMI-CFD en photojournalisme. Donc l'idée c'est que pendant cette formation, on avait tous vu à quel point travailler ensemble, éditer ensemble, se parler de nos sujets, etc. C'était une force et on avait envie de continuer cette aventure ensemble. Donc aujourd'hui, on a des photographes qui sont à la fois basés à Paris, qui sont en reportage à l'étranger, qui vivent à l'étranger, avec toutes les problématiques organisationnelles que ça pose. Que vous dire, on fait des projets communs ensemble à côté de tout ça, donc des projets qui font vivre le collectif en tant que tel en fait. Et voilà. Donc, vous êtes combien? On est 8. D'accord. Il y a un autre, j'en profite, un autre collectif de photographes qui s'appelle Sillage, qui s'est créé aussi à l'EMI-CFD, donc effectivement, et qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est, je crois, un peu, qui est plus très actif, d'après ce que j'ai compris, mais en tout cas, qui ne peuvent pas être là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pierre-Yves Bulto, je suis journaliste et cofondateur de Splan, ONG journalistique en Bretagne. Et si je dis ONG journalistique, c'est pour répondre à la définition de Jean-Marie. On est tous journalistes, mais on ne s'est pas créé pour faire du journalisme au départ. On s'est créé pour défendre des collègues, Inès Léraud et Morgane Large. Peut-être que vous avez suivi leurs histoires. Et donc en fait, ONG, parce qu'on s'est créé d'abord un soutien amical, après un soutien juridique. Et puis en fait, on s'est rendu compte, on a lancé une pétition, on a eu 40 000 personnes qui nous ont soutenus, dont 500 journalistes et beaucoup de journalistes de PQR, PHR, Presse quotidienne régionale et Presse hebdo, qui nous ont dit ce que vivent Inès et Morgane. Tous les jours sur le terrain, nous, on a des micros-éléments qui pourraient faire des enquêtes, mais pour toutes les raisons, PQR, PHR, etc., on ne peut pas traiter ça. Et en fait, on s'est dit,
on protège nos collègues et on fait le job aussi, hein, parce qu'on est journaliste. Et donc du coup, Splan est une ONG qui a un conseil de surveillance pour les questions juridiques de soutien, etc., et un comité éditorial pour les questions éditoriales. On s'est fondé, nous aussi, on est des bébés, hein, on s'est fondé après mai 2020, première enquête juin 2021. Et donc, toujours pour la définition du collectif, collectif dans le collectif, c'est-à-dire que Splan, nos productions sont gratuites. Et pour qu'elles aient un impact, on s'est dit il faut qu'on mette en place un lien avec d'autres collectifs qui sont pour le coup des médias installés, Mediapart, Reporter, Basta, France 3, Elle, France Inter depuis peu. Et donc en fait, nos enquêtes, au départ, on les donnait à ces médias pour qu'il y ait un impact le plus fort possible, en tous les cas, espérons-le. Et maintenant, ça vaut une pige, c'est-à-dire que parce que on sort 4 enquêtes par an, donc tous les 3 mois, une enquête nous coûte 22 000 € à peu près, donc on s'est dit bon, Mediapart est déjà un peu partenaire et puis nous file 300 balles par enquête. Enfin, voilà. Donc en fait, collectif d'abord de soutien, puis de journalisme, et puis dans le collectif, un collectif avec les autres médias. Voilà. D'accord, merci. Il faudra que tu m'expliques comment est-ce que vous gagnez de l'argent du coup. Mais... on reviendra après. Moi, je suis Anna Rousseau, je préside Albert London. C'est pas moi qui ai choisi le nom. À Marseille. Oui. Alors nous, on est vieux. On a été fondé en 2011 pour faire une sorte de les jours avant les jours. Qui a tenu quelques années, puis après il y a eu le Covid et on s'est réorganisé après 2020 alors dans des bureaux partagés, on est entre 15 et 20, ça dépend des jours, et on est uniquement des correspondants de la presse nationale et internationale. Donc maintenant on a vraiment fermé les écoutilles là-dessus. On travaille parfois ensemble, mais en réalité on fait surtout front commun sur 2 choses. D'une part, on essaye d'avoir un front uni face aux rédactions parisiennes sur la manière d'écrire et de décrire Marseille, qui est quand même une ville qui est merveilleuse d'un point de vue journalistique, mais qui est aussi trop pittoresque, trop burlesque quasiment. Et donc on se bat beaucoup pour parler de cette ville, du caractère tragique de cette ville et très sombre, et arrêter de parler de bouillabaisse, de peu cher. Enfin voilà, ça devient dingue, parce qu'effectivement on peut tout à fait... prendre l'accent marseillais et s'en tenir à la surface et oublier tout le reste qui s'effondre. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, d'ailleurs, au moment de la mise à pied d'Aurélien Viers à la Provence. Levier en marseillais, c'est la bite. Donc voilà. Et donc on a eu tous une pression de nos rédactions à Paris en disant faites des jeux de mots parce que c'est rigolo. Voilà, le pénis, tout ça, c'est drôle. Et donc, voilà, vous ne l'avez pas lu dans la presse nationale parce qu'on a refusé collectivement en disant d'abord que c'était un vrai manque de respect, et ensuite parce que ça risquait de faire sous-estimer la gravité de la situation. Donc ça, c'est la première chose, c'est parler de Marseille, parler de cette ville. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup, le concept d'ONG, c'est que moi, je cherche vraiment à nous protéger collectivement de la précarité financière et en particulier de la retraite, parce qu'on a tous plus de 40 ans aujourd'hui et on commence à y penser aussi. Donc je cherche aujourd'hui à nous constituer en entreprise, donc soit une SCOP, une SIC, j'en sais rien, je parle avec des experts comptables, de façon à ce que nos multiples manières d'être rémunérés, que ce soit en droit d'auteur, moi j'ai écrit des livres, donc j'ai des contrats d'édition, on a des photographes qui ont certains types de contrats, on a des podcasteurs qui sont payés en intermittent du spectacle, donc on voudrait faire qu'on soit tous payés en salaire, et puis de façon à avoir une retraite un peu plus conséquente, et puis on voudrait aussi pouvoir contracter une mutuelle commune, enfin voilà, des choses qui sont très concrètes, mais qui sont pour nous importantes de protection entre nous, parce qu'effectivement on est tous pigistes avec des enfants et on a besoin d'assurer l'avenir. Voilà. D'accord, merci. Alors moi je m'appelle Zoé Neubois et tous les 3, on est venus à 3, on représente le collectif Focus, qui est un collectif on est 20, on est à Paris, qui existe depuis 2019. Et en fait, je vais laisser mon collègue à droite
après mon collègue à droite le présenter un peu plus parce que c'est un membre fondateur et moi, je suis arrivée il y a quelques mois seulement. Il va vous expliquer pourquoi. Moi, je m'appelle Hugo Serraz et pareil, je passe le micro à notre plus vieux membre autour de cette table. Parce que, pour préciser, on a un collectif qui s'est recréé il y a peu de temps, puisqu'il y a eu une première équipe qui a duré quelques années. Et là, depuis quelques mois, il y a la bonne moitié ou 2/3 de nouveaux arrivants, dont nous faisons tous les deux partie, qui est arrivé. Quel happening. Alors moi je m'appelle Hugo Nazarenko, vous allez voir, on est une brochette de Hugo, là on est 3. Et donc oui, j'ai participé à cofonder le collectif Focus en 2019. Le constat de départ, c'était un peu plutôt la recherche d'un bureau. On s'est vraiment agrégé autour de ça au début, c'est-à-dire qu'il y avait un constat un peu général de travailler chez soi tous les jours, ça peut être pesant au bout d'un moment, on peut... ne serait-ce que pour avoir des semblants d'horaires de bureau, de pouvoir rentrer chez soi et faire autre chose. Et ensuite, on a donc constitué un collectif avec tout un tas de disciplines qui étaient représentées. Donc il y a des photographes, des podcasteurs, des réalisateurs de télé, des journalistes de presse écrite aussi. Avec l'idée justement de pouvoir faire des binômes sur le terrain, donc photographe, presse écrite, réalisateur, podcast. Par exemple, on a une journaliste qui a fait une enquête pour Les Jours qui a été ensuite déclinée par un podcasteur par la suite. Et donc c'était vraiment l'idée de départ. Après, on a aussi eu comme projet de monter des expositions, des choses comme ça, qui pour l'instant n'ont pas vu le jour parce que le Covid était passé par là. Donc on a eu une première vie du collectif qui s'est un peu désagrégée avec le Covid. Et donc on a recréé une deuxième version de Focus qui est en cours aujourd'hui. Donc Hugo et Zoé sont les nouveaux membres. Voilà, l'idée c'est à nouveau de relancer une dynamique collective, d'essayer de créer des projets en commun au plus long cours. Étant donné qu'on a beaucoup de photographes, c'est aussi potentiellement d'organiser des expositions, des choses comme ça. Et puis on a également créé une association qui a principalement pour but, étant donné que beaucoup d'entre nous font de l'EMI ou des résidences aussi, de pouvoir éviter de passer par d'autres porteurs de financement et de pouvoir capter nous-mêmes les fonds. Donc voilà, pour l'instant ça n'a pas été énormément le cas, mais grâce à cette association on a pu aussi financer notre venue. Enfin, pas la mienne qui a été financée gracieusement par les assises, mais la venue d'autres membres aux assises. Donc, voilà. Et on fait une soirée de lancement où vous êtes tous les bienvenus. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date parce que Le 30 mai. Voilà, on vous tient, si vous nous suivez sur les réseaux, vous pourrez le voir. Vous êtes situé où, à Paris Les bureaux sont au Pré Saint-Gervais. D'accord, ok. Donc c'est plus facile pour se retrouver, alors effectivement. Oui. D'accord. Donc maintenant, je passe. Donc là, Hugo, je précise avant qu'il intervienne que j'ai demandé à Hugo s'il était d'accord pour faire une synthèse de nos propos, qui a pour vocation d'être envoyé aux uns et aux autres, y compris ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, et pour que vous puissiez, y compris réagir, reprendre éventuellement le flambeau de la discussion. Et j'ai accepté avec plaisir. Je m'appelle Hugo Coignard, je suis indépendant et j'ai commencé la pige il y a à peu près 1 an et demi et je me sentais un petit peu seul parfois à travailler dans mon coin. Donc c'est pour ça que rapidement est venue l'idée de se constituer en collectif. Avec l'idée, on est à peu près 5 dans le collectif, de mener des enquêtes exclusivement à plusieurs mains. Pouvoir mener des enquêtes sur le long cours et les proposer à des médias. On s'est vachement aussi focalisé sur quelque chose qu'on avait en commun, c'est-à-dire l'écologie. Et donc, c'est des enquêtes qui s'intéressent aux pollueurs et destructeurs de l'environnement, donc avec un angle assez précis. L'idée, c'est vraiment pas le collectif, on voit pas ça comme quelque chose qui enveloppe toutes nos piges en fait, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ça comme quelque chose de minimaliste où on a chacun nos piges et à côté d'ailleurs il y en a qui sont en contrat, en CDD dans des médias, c'est leur permettre de dégager un petit peu de temps
que ce soit 1 ou 2 heures par semaine pour pouvoir au fur et à mesure des mois dégager 1 ou 2 enquêtes dans l'année, quoi. Voilà, on a des journalistes qui sont à Paris, à Marseille, à Lyon. On est 5 et on cherche à se développer. Et je pense qu'on est le plus jeune collectif parce qu'on s'est lancé au mois de septembre. Et on a publié notre première enquête sur Mediacité la semaine dernière. Voilà, et enquêto, ça veut dire enquête en espéranto. Merci. En fait, avant de commencer là, il y a le micro. Si vous pouviez nous remonter le micro, comme ça on va le garder. Comme pour la discussion, ça va déjà être un peu compliqué de faire circuler. Ça ne marche pas? Là, c'est bon, ouais. Moi, je suis Marine Perrin, je suis membre des Journalopes. Pas du tout cofondatrice, donc je vais essayer de raconter un peu l'histoire parce que le collectif a été, enfin plus tard, hein, mais le collectif a été assez protéiforme, il existe depuis 8 ans. Et il a la particularité d'être non mixte, femmes et personnes non binaires, et on parle surtout de questions de féminisme, de genre, voilà, c'est la spécificité du collectif. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de métiers. Alors, ça tourne toujours autour de la création journalistique, bien sûr, mais il y a quand même aussi des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, photographes, réalisatrices, même des personnes qui organisent un ciné-club. Enfin, voilà, on a créatrices de médias. C'est plus du tout que pigistes. Et puis, on est 10. Quand on a rempli, on était 9, mais maintenant on est 10. Et puis... au cours de l'histoire du collectif, il y a eu des festivals et des événements qui ont été organisés autour justement de ce journalisme-là, autour des questions de genre, etc. Il y avait des tables rondes, il y avait des projections, le festival des Journalopes. C'est plus d'actualité. Sinon, on travaille parfois ensemble. Donc, il y a quelques enquêtes à l'international, notamment reportages internationaux qui sont faites à plusieurs, ou des enquêtes en France. Et puis voilà. Voilà, je pense que c'est tout. D'accord. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Marius Rivière, je suis membre d'un collectif qui s'appelle Presse Papier. Et comme Anna, on est du côté de Marseille. On est 11 journalistes. On travaille principalement sur Marseille et dans le sud-est, pour la presse nationale comme locale. L'idée de ce collectif, il a été fondé il y a 15 ans maintenant, donc moi j'en étais pas du tout membre fondateur. Certains sont partis, d'autres sont restés, et je pense que depuis 2019, il y a eu un petit renouveau, et on a eu vraiment cette volonté de se constituer en rédaction commune finalement. Mais je pense que d'autres fonctionnent un peu comme ça, et je suis hyper content déjà de voir qu'il y a autant d'initiatives ici et là. Et nous, à titre perso, on bosse à la fois ensemble et à la fois chacun de notre côté. C'est un espace de dialogue, c'est un espace de soutien, c'est un espace de rédaction qui permet aussi de se filer des coups de main, de ne pas se tirer dans les pattes, et de dire que le collectif, c'est quand même toujours mieux que chacun dans son coin. Qu'est-ce que je peux ajouter ? On a fait quelques enquêtes communes, notamment une série d'été pour Mediapart l'an dernier sur le changement climatique en Méditerranée. Et plusieurs de nos membres fonctionnent par petites équipes parfois. Je peux vous citer notamment le travail de Ariane Lavrieux et Nina Hubinet qui travaillent en ce moment et qui viennent de sortir une enquête avec Disclose et Mars Actu autour d'entreprises qui envoient des armes en Israël et qui sont situées à Marseille, qui sont utilisées sur le terrain de guerre à Gaza. Voilà un peu, et puis on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Marion Perrier, je représente le collectif La Fourmilière qui a été créé, alors j'étais là au début, donc c'était en 2012. À la base on était en fait jeunes diplômés sortis d'école avec tous à l'époque, il y avait un garçon. On avait envie de travailler à la pige et aussi, un peu comme disait Delphine, une certaine ambition sur les choses qu'on voulait pouvoir faire en termes de type de sujet, de format, etc. Et puis surtout, l'envie de ne pas être isolé. On était à l'époque tout en région parisienne. Donc le collectif s'est créé d'abord pour se soutenir dans les débuts de la pige qui peuvent être un peu compliqués. Et puis avec aussi l'objectif d'avoir un local assez rapidement parce que pareil,
pour quitter un peu nos studios parisiens et travailler dans un lieu dédié. Ce qu'on a fait pendant un certain temps, et puis depuis, le collectif il s'est un peu développé. On était 4 au départ, on a vite recruté, je pense qu'on a été 8 un petit moment, et aujourd'hui on est 7, mais il y a eu des changements, et on n'est plus du tout en Ile-de-France, donc on n'a plus le local qu'on avait à Pantin et à Romainville ensuite. On travaille du coup plutôt à distance en visio, avec des moments où on se retrouve toutes, parce que maintenant on n'est que des femmes, avec du travail qu'on fait plutôt en binôme, même pas exclusivement, mais on essaie de faire des projets à plusieurs, que ce soit sur des reportages. On a une photojournaliste dans le collectif, donc ça peut être tout simplement travailler à deux sur texte photo, et puis aussi sur des projets un peu plus d'enquête ou autre, du travail à 4 mains. Sur des thématiques qui sont variées, pareil, en gros, dans le collectif, on travaille sur plein de thématiques différentes. On essaie de mettre plutôt en avant celles liées à l'environnement, l'écologie, parce que c'est celles sur lesquelles on travaille toutes, mais pas exclusivement. On a aussi pas mal de sujets qu'on mettrait plus dans la catégorie éco-sociale, je dirais. Et donc, on a eu des projets plus ambitieux de faire tous ensemble, arriver à monter des projets tous ensemble, ce qu'on n'a jamais réussi à faire jusqu'au bout, parce que je pense qu'il faut y consacrer du temps aussi, de l'organisation. Mais c'est toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Voilà. Ok, merci. Bonjour, donc moi c'est Élodie Hervé de Tupige. Donc nous on a la particularité aussi d'être en mixité choisie et non pas en non-mixité. Pour nous c'est vraiment même principe, mais voilà. Donc femmes et personnes trans non-binaires principalement. On s'est formé en 2018 à Troyes à Paris, en se disant qu'on en avait un peu ras-le-bol de courir après des CDD dans des rédactions qui nous manquaient de respect. Et du coup on s'est spécialisé sur la pige, si on peut spécialiser sur la pige. Et en fait, aujourd'hui, on est 7. À la base, on était 3. Et ça fonctionne très bien. Donc, nous, on a une particularité aussi, c'est qu'on est beaucoup tourné vers l'éducation aux médias. Donc, on est formé en asso depuis le début, donc depuis 2018, pour obtenir des financements. On vient d'obtenir notre premier financement. Donc, on commence, là, depuis janvier, nos premiers ateliers tamponnés Tupige. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir pas dépendre des bons vouloirs des associations avec lesquelles on travaille et avec lesquelles ça peut se passer très très bien, mais avec lesquelles parfois les budgets sont revus à la baisse. Et l'autre particularité aussi, c'est qu'on essaie de s'organiser, qu'on a organisé une expo ensemble. On essaie de se voir au moins une fois par an quand on y arrive. On est sur toute la France. Et on travaille aussi parfois sur des enquêtes, mais plutôt en binôme, en trinôme. On n'a pas d'ampleur au niveau du collectif. Voilà. Et on travaille principalement sur les questions de société et écologie et discrimination. D'accord. Merci. Bonjour, moi je suis Flora, je suis venue avec Ulysse, on fait tous les deux partie du collectif La Friche, qui est un collectif qui existe depuis officiellement en tant qu'association en 2019, mais on s'est rencontrés avant. Au départ on était 4, aujourd'hui on est pas loin de 25 je crois, plus ou moins actifs. On s'est connus plutôt dans le Nord en fait, au moment où il y avait des premiers dispositifs d'éducation aux médias expérimentés dans les Hauts-de-France. Et donc petit à petit, on s'est posé un peu des questions quand on se croisait. On discutait de certains enjeux qui nous faisaient douter aussi de nos manières de faire et de la manière dont les projets d'éducation aux médias étaient portés. Et petit à petit, on a commencé aussi à produire des choses ensemble. Et le collectif s'est élargi. On a publié un livre collectivement aux éditions du Commun qui s'appelle Petit manuel critique d'éducation aux médias. Et on a monté pas mal de formations, d'ateliers pour les journalistes qui voulaient se lancer dans l'éducation aux médias, mais pas uniquement des journalistes, aussi des éducs, aussi des profs, et toutes sortes de médias alternatifs. Et on a fait aussi de la production documentaire. Il y a vraiment l'idée très forte d'un journalisme collaboratif qui se nourrit aussi de ce qu'on fait en éducation aux médias. Donc il y a un an, on a créé aussi la revue Contre-jour, qui est un peu le résultat des productions d'ateliers, mais aussi éditorialisées autour de thématiques, puisqu'on travaille aujourd'hui sur pas mal de territoires, et avec cette particularité aussi d'hybrider un peu nos pratiques, parce qu'il n'y a pas que des journalistes dans le collectif, il y a des éducateurs, il y a des preneurs de son, il y a des documentaristes, il y a des photographes, il y a des artistes, il y a des illustrateurs, et voilà, ça c'est un peu la somme aussi de ce qu'on fait. On peut être aussi bien sur des projets d'exposition collective que sur des projets de documentaire et de création. Voilà. D'accord, merci. Ouais, juste pour dire qu'on a aussi 2 projets qui sont coordonnés par la Friche
Médias participatifs, le Labo 148 à Roubaix et l'Étincelle à Clichy-sous-Bois. D'accord. Bonjour, je suis Jérômine du collectif Argos. Le collectif Argos existe depuis 2001. Il a été fondé à l'époque pour assembler journalistes de presse écrite et photojournalistes. Donc, je suis moi-même photojournaliste. Et dans l'idée de faire un projet qui rassemble tous les membres, des projets qui rassemblent tous les membres du collectif. Donc c'est quelque chose qu'on continue à faire. On est une dizaine en général, parce qu'il y a autant de rédacteurs que de photographes. Et on travaille sur l'environnement. Le premier projet collectif a été les réfugiés climatiques, qui est en 2001, enfin quasiment après la naissance du collectif Argos. Et donc depuis, on continue des gros projets sur l'environnement. On fait plusieurs reportages à travers le monde sur une thématique qu'on choisit ensemble. Actuellement, on travaille sur Océan et climat, le boomerang. On fait des reportages donc à l'international et en France, qui sont vendus à la presse au fur et à mesure où ils sont produits. Et une fois que tous les sujets sont faits, on les rassemble dans une exposition et dans un livre. Des expositions qui sont très souvent adossées aux grands rassemblements environnementaux comme les COP par exemple. Voilà, qui ne sont pas du tout des commandes des COP, mais qu'on arrive à adosser à ces événements pour que ça fasse des expositions visibles dans l'espace public. On est basé à Paris. Au départ, c'était une exigence que tout le monde soit parisien ou en région parisienne. Et puis, depuis le Covid, on s'est évidemment organisé différemment. Donc maintenant, il y a, je pense, une petite moitié des membres qui sont en région parisienne et le reste partout en France. Et on est association loi de 1901. Voilà. En gros. Et on arrive à faire financer nos projets. C'est vrai que c'est une grosse partie de notre temps que de faire des projets collectifs. Au départ, c'était beaucoup plus financé par la presse et maintenant, on cherche des financements institutionnels ou de fondations d'entreprises et de la presse aussi, évidemment. Voilà, on est tous pigistes globalement. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Erwan Manac, je suis là pour le collectif Hors Cadre. Qui s'est créé en 2019 à l'initiative de deux journalistes, Sylvie Fagnard et Clément Pourret, un jeune débutant à la pige, enfin entre guillemets débutant à la pige, et plutôt une routière de la pige qui justement ont souhaité s'allier pour allier les deux forces, l'expérience et le dynamisme. Et le gros enjeu, je pense, comme pas mal de collectifs parisiens, ça a été en premier lieu les locaux, parce qu'à Paris c'est compliqué effectivement déjà de travailler dans un appartement et puis de trouver des locaux à des prix abordables. Nous sommes actuellement à la recherche de locaux, je passe une petite annonce si vous avez parce que ça reste un sujet prioritaire. Voilà, on a été à Pantin, là en ce moment on est à Montreuil, on est une vingtaine et avec un gros pôle quand même de presse écrite autour de médias, médias indépendants, enfin par affinité il y a une cohérence qui s'est créée comme ça. Sur les questions de genre, beaucoup sur les questions sociales et immigration, c'est les trois grosses thématiques. Et on a aussi 2 photographes et 3 maintenant personnes qui bossent en télé, sur du doc ou sur des émissions. C'est quelque chose qu'on aimerait développer, plusieurs pôles vidéo et pôle photographie, parce qu'on s'est aperçu que ça avait des complémentarités intéressantes. Vous avez des radioteurs aussi. Pardon ? Vous avez un radioteur au moins. Oui, alors on est plusieurs à faire texte et radio et même télé. Enfin, on vous fait tous les râteliers si possible. Je dis ça parce qu'il y a 2 membres, c'est par hasard, hein, mais ouais. 2 membres dans mon panel jeunes journalistes, il y en a 2 qui viennent de votre collectif. C'est comme ça que je me suis dit, bah, décidément, chez les jeunes journalistes, ça peut être une dynamique forte. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Alors, on est plutôt autour de la trentaine, mais il y a quelques jeunes maintenant qui arrivent un peu plus. Ça fait partie d'une interrogation qu'on a. Et une autre interrogation qu'on a, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas rétrécir un petit peu ? Parce que 20, c'est beaucoup. Et on n'arrive pas forcément à créer une dynamique très cohérente. Parce que j'insiste là-dessus, vraiment, pour moi, l'intérêt numéro 1 du collectif, pour répondre à votre question, c'est briser l'isolement. Voilà, pour ne pas employer de grands mots. Et une question de santé mentale, quand on est à la pige, on est atomisé par rapport à toutes les rédactions, et donc pour amortir tous les chocs que peuvent représenter ces activités, être ensemble c'est très important, et c'est dans l'informel que ça se joue. On a essayé de créer des moments formels comme des conférences de rédaction hebdomadaires qui ne donnent pas tout ce qu'on espérait. C'est surtout dans l'informel et donc dans les bureaux en fait que les solutions se trouvent.
Alors il y a beaucoup de membres qui font de l'EMI, d'éducation aux médias, et donc on est constitué dans l'association pour cette raison. Il y a plusieurs exemples de travaux en commun qui sont plus faits, à 20 c'est compliqué, mais qui sont plus faits par affinité sur des petits projets. Il y a 4 membres qui ont obtenu une bourse ensemble. Il y a des enquêtes communes. On a un spécialiste de la data qui se joint à des enquêtes. Et là, en ce moment, on travaille sur des pitchs communs pour imiter nos confrères pour Mediapart sur les séries d'été. Ça nous a aussi inspiré. Donc là, c'est lors des propositions. Donc on s'est fait des conférences de rédaction pour mettre en commun les sujets. Voilà, on aimerait développer plus ça. Mais c'est encore le début et c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Assia Hamdi, ma consoeur Christine Lamiable. On est là pour représenter le collectif Les Incorrigibles. Alors, nous aussi, on fait partie un peu des dinosaures. Comme le collectif a été créé en 2002, on est basé aujourd'hui à Montreuil. Je me suis un peu reconnue dans la description de mon confrère, parce que c'est vrai que nous, on est déjà dans une démarche de rompre l'isolement. Je pense que c'est la première raison qui fait que les gens viennent, les journalistes viennent vers notre collectif. C'était mon cas au départ, parce que j'ai commencé comme pigiste toute seule, et ça m'a vraiment permis de rompre cet isolement, de découvrir vraiment la diversité des médias, des thématiques, et vraiment d'avoir un peu à chaque fois la pause café, d'échanger aussi sur autre chose. Je pense peut-être c'est votre cas aussi, mais parlez pas que du métier, mais même on a aussi notre conférence de rédaction hebdomadaire qu'on appelle la CRIM. Et qui permet de parler de ce qu'on fait, mais aussi de nos frustrations, de ce qui nous bloque, de ce qui nous frustre, des difficultés qu'on peut avoir dans notre quotidien. Et parfois, le simple fait d'en parler fait du bien, même quand on n'a pas forcément de solutions. Ça peut être difficulté à se faire payer, difficulté à avoir des réponses sur une proposition de sujet. Voilà, ça c'est pour la partie plus soutien moral, qui est quand même, je pense, la base de notre collectif, et celle qui permet vraiment je pense la motivation principale. Ensuite, sur la partie production, on a des journalistes on privilégie vraiment la diversité des thématiques. On est sur la presse écrite majoritairement. On a 5 photographes, photojournalistes, oui. Ensuite, sur les thématiques, c'est beaucoup social, éducation. Moi sport, on a une journée culture, écologie, jeunesse, environnement, donc voilà, c'est assez varié. Et l'idée de diversifier, c'est aussi que ce soit pour nous enrichissant de discuter avec nos confrères, et de se rendre compte vraiment des différentes thématiques et des sujets qui pourraient être faits, et peut-être parfois le fait de discuter avec un collègue qui va nous dire, un confrère de notre collectif qui va nous dire tiens, moi je travaille sur ça, ça va peut-être nous donner une idée de thématiques à explorer sur un autre angle pour un autre média, et parfois juste pour apprendre des choses, quoi. Moi je travaille sur le sport, mais j'apprends énormément au contact de mes collègues, et c'est vraiment très stimulant de discuter avec des confrères qui travaillent avec des médias avec lesquels je travaille pas, et sur des thématiques que je suis pas au quotidien. Voilà. Ensuite, sur les projets, oui, il y a quelques petites choses. Donc, on est effectivement une vingtaine de membres actuellement. C'est ce qui nous manquait. Voilà, une vingtaine de membres. Donc, on a des bureaux à Montreuil. C'est pour ça que notre réunion hebdomadaire s'appelle la CRIM, la conférence des incorrigibles de Montreuil. La conférence, voilà. Il y a des problématiques que je retrouve dans tout ce que vous avez pu dire. Effectivement, on a assez peu de production commune, quelquefois par binôme, sur la base d'affinités déjà électives, de se sentir bien ensemble, parce que c'est quand même la dynamique de notre collectif aussi.
On ne recrute pas forcément en se disant il nous faut un photographe, il nous faut un homme, parce qu'on est beaucoup plus de femmes quand même si on essaye de diversifier. Mais d'abord, c'est de trouver la personne très sympa. Voilà, donc c'est sur cette base-là qu'on recrute en général. Mais on a effectivement des petites frustrations liées au nombre de personnes que nous sommes, c'est-à-dire à 22, monter des projets solides, communs d'enquête, ça n'est pas toujours évident, surtout qu'on est comme tout le monde happé par la nécessité de manger régulièrement. Donc voilà, c'est un peu une de nos... On est nombreux comme ça. Voilà, on est un peu dans cette frustration-là. Et je retrouve par rapport à ce qu'a dit Longshot, je crois effectivement la difficulté. On a un bureau, on est censé être 6 représentants de l'association. Cela dit, l'idée c'est que tout le monde participe et évidemment, comme dans tout cadre collectif ou associatif, c'est un petit peu toujours les mêmes qui s'y collent, avec quelquefois des frustrations, des nécessités de rappeler à l'ordre, de se transformer en chef, ce qui n'est pas notre aspiration. Donc voilà, nous on est effectivement un vieux collectif, donc vous dire quelles étaient les motivations de départ, je ne le saurais pas, parce qu'on a un noyau commun, et puis des gens qui gravitent un petit peu, pas mal de jeunes qui viennent, quelquefois qui partent parce qu'ils ont un CDD, un CDI, donc avec le plaisir qu'on ait pu les aider pendant cette période-là. Et on est toujours en recherche effectivement de comment on pourrait faire pour améliorer le collectif et se rencontrer. On avait déjà lancé l'idée d'apéritif entre collectifs, ça n'a pas forcément toujours pris parce qu'on est très occupés et puis bon, c'était un peu sur le mode festif qui est aussi important à nos yeux. Voilà. D'accord, merci. Et d'ailleurs, juste précisons, je trouve ça très bien cette initiative, effectivement, de rejoindre de rassembler les collectifs et j'espère effectivement qu'il y aura d'autres occasions d'échanger sur nos motivations. Ouais. D'accord, merci. Alors, je vais d'abord passer la parole à ma voisine. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Michèle Fouin et je représente le collectif Solvo. Je suis la cofondatrice de ce collectif qui a été créé en 2019 sur l'idée de créer un collectif pour promouvoir le journalisme constructif, le journalisme de solution, le journalisme de réponse. Voilà, il y a plusieurs façons de le dénommer. Nous étions au départ 8. Et puis, nous l'avons créé donc 6 mois avant le Covid. Le Covid a joué son rôle de repositionnement de certains des membres qui ont souhaité le quitter plus ou moins longtemps après la fin de cette période difficile. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 3. Donc, un photographe, 2 journalistes de presse écrite. Une des journalistes est basée au Liban. Nous avons chacune nos domaines de prédilection. Moi, l'éducation, la petite enfance et ma collègue, ce qui se passe au Liban. Et notre collègue photographe, lui, s'agrège à nos sujets et nous faisons souvent des sujets en binôme. Donc l'idée du journalisme de solution, le journalisme de solution que nous pratiquons respecte des règles assez... disons, exigeantes pour ne pas être taxé d'un journalisme facile. Et donc, ça n'est pas un journalisme de bonnes nouvelles que nous pratiquons. Et les règles sont assez exigeantes. Et nous suivons les préceptes du Solution Journalism Network, qui est une association américaine. Grâce à ce réseau, nous avons intégré un système de coaching qui nous a permis de nous greffer avec des journalistes du monde entier pour mener des projets à bien. Donc, on a été formés par ce réseau et nous avons aussi bénéficié d'une bourse de European Journalism Center à un moment donné qui nous a permis donc de créer un podcast à 4 sur la thématique du journalisme de solution quand nous étions encore plus nombreux. Et qui m'a également permis de moi-même devenir une coach d'une rédaction pour mener à bien un projet de journalisme constructif. Voilà. Nos productions ensemble, j'en ai parlé. Et nous, oui, bon, j'ai tout dit, je crois. Et je passe la parole à ma voisine. D'accord, merci. Bonjour, Marjolaine Corr. Donc moi, c'est le collectif Extramuros. Extramuros, je suis incapable de vous dire depuis quand il existe, puisque c'est une émanation d'un vieux collectif des années 2000 qui s'appelait Notre-Dame de Lorette. Je crois qu'il a pris Extramuros quand il a déménagé dans les années 2010, du côté du 15e arrondissement à Paris. Pour répondre aux questions de logement, nous, c'est avec Paris Habitat qu'on a trouvé une vieille boutique, un vieux salon de coiffure pour s'installer.
On a eu 2 formules. La première, qui était valable encore jusqu'à il y a 1 an et demi, c'était d'avoir des internes et des externes. On était une quinzaine. Certains payaient 140 € par mois pour avoir accès au bureau. Et les autres étaient à 40 € par mois et assistaient à la réunion du lundi et pouvaient accéder aussi au Slack. Donc j'imagine que vous avez tous un outil de partage comme ça. Voilà, donc il y avait 2 formules. Puis petit à petit, en fait, des gens internes voulaient passer externes et on s'est mis à grossir. Et on s'est dit que ça ne tiendrait pas, qu'on allait grossir indéfiniment. Donc on a décidé, on a fait une grosse AG, on a bien remué. Ça a été compliqué parce que pour certains, ça a nécessité de changer de formule financière et donc d'alourdir la note. Mais on a décidé d'avoir un statut unique. Donc maintenant, tout le monde est à 90 €. Et pour que ça tienne avec nos locaux, ça nécessitait aussi qu'on grandisse. Et donc maintenant, on est 25. Ce qui veut dire que ça a aussi changé notre manière de fonctionner. On a recruté en nombre cette année. On a recruté presque 10 personnes. Aujourd'hui, on sent cette inertie dont vous parlez, donc on se réorganise petit à petit. Il y a eu des départs des historiques, comme Jacques Duplessis, qui était vraiment celui qui tenait tout et qui maintenant travaille pour une association pour l'Ukraine. Il est retourné à ses premières amours. À côté, on avait Judith Chétrit, qui vient d'être embauchée à Politico, qui était notre présidente et aussi très organisatrice. Donc en fait, on se rend compte là, avec ces départs, que certains comprennent qu'il y a un enjeu et prennent les choses en main. Donc voilà, on est encore en tâtonnement avec ce nouveau fonctionnement qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que ça prend. Moi, j'avais un peu peur de ce nombre aussi. Voilà, donc ça a l'air de prendre. On n'est jamais trop nombreux dans les bureaux. On avait peur de ça aussi, finalement. En fait, généralement, on est moins de 10, on est 5-6 dans les bureaux au quotidien. Le jour de pointe, c'est le lundi parce qu'on a une réunion, donc aussi une conférence de rédaction comme certains l'organisent, où on fait un tour de table, on travaille, chacun présente les sujets sur lesquels on travaille, et on en débat, on peut les enrichir. C'est vraiment un moment d'émulation et aussi d'échange de carnet d'adresses qui fonctionne bien et qui se poursuit souvent sur Slack ou alors ensuite effectivement dans les discussions. On s'est aussi rendu compte que dans ces réunions, donc généralement on est une dizaine le lundi maximum, on n'est pas non plus 25, jamais. Il y en a qui vivent en dehors de Paris aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte que comme on était 25, on avait besoin de se retrouver un peu plus. Et on est en train de mettre en place un apéro mensuel pour se voir en dehors des heures de travail, pour que certains qui ne viennent pas travailler au bureau puissent venir et qu'on puisse échanger d'une manière informelle, mais qu'on puisse plus se croiser. Donc un peu provoquer ces rencontres pour pouvoir discuter. Voilà, donc ça comptait aussi pas mal. Et en parallèle, j'avais mis en place, moi, que je ne l'ai pas reproduit cette année, mais pendant 2 années, j'aimerais bien, je vous en parle parce que si vous êtes intéressés, j'aimerais bien qu'on en parle. J'avais mis en place aussi un mentorat de jeunes pigistes, où chaque pigiste un peu capé pouvait avoir un jeune pigiste qui démarre. Et en gros, une fois par semaine et puis une fois toutes les 2 semaines quand c'était installé, on prenait le temps de discuter, de répondre aux questions que pouvait avoir ce pigiste sur son organisation, sur des synopsis, etc. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt pas mal sur les gens qu'on pouvait accompagner, que ça les décoinçait sur pas mal de questions et que finalement, ça leur apportait quelque chose et que nous aussi, ça nous apportait quelque chose sur leur manière de voir, d'envisager des sujets. Donc, si vous êtes intéressés, j'aimerais bien relancer cette idée pour septembre pour refaire une promo en quelque sorte de mentorat de jeunes pigistes. Tout le monde a... C'est parti d'Extramuros, mais après je l'avais élargi en proposant à des journalistes en dehors du collectif. Et je pense que ça fonctionne bien. Après, c'est du 1 à 1, c'est une formule assez légère. Mais au départ, en fait, on avait fait un groupe parce qu'on avait organisé quelques visios où là, on avait des thématiques. Alors, Michel en avait fait une sur le journalisme de solutions. Moi, j'en avais fait une sur comment chercher sur l'Assemblée nationale et le Sénat des documents, des informations, en fait, comment utiliser ces outils-là. Et donc, on leur faisait des petites visios comme ça, en dehors du 1 à 1, qui permettaient d'enrichir un peu aussi leurs connaissances sur pas mal de thématiques. Et puis sur l'organisation, des trucs très concrets aussi. Quoi. Tout le monde est intervenu, enfin, tous les collègues. Oui. Alors en fait, je voulais juste faire un petit moment d'intervention, parce que je ne représente pas un collectif, mais c'est Clotilde Lecause qui m'a proposé d'intervenir auprès de votre table ronde, parce que je représente le Relais Culture Europe, donc, qui est une association qui a été créée à l'initiative du ministère de la Culture en 1998, et avec pour rôle d'être le point de contact national d'un programme européen qui est le programme Europe Créative, et qui depuis 2021 à des actions, des appels à propositions qui sont spécifiquement dédiés aux acteurs des médias d'information. Et donc nous, notre enjeu, c'est
aussi d'ouvrir aussi avec vous aussi un espace d'échange et aussi au-delà de l'atelier de ce matin, puisqu'on voit au travers de vos témoignages qu'il y a notamment beaucoup d'intérêt, d'attention sur aussi la mise en coopération ou les échanges avec d'autres collectifs ou d'autres journalistes avec une dimension européenne. Et donc nous, c'est notre proposition. Si c'est une dimension que vous souhaitez développer dans le futur, on est aussi à votre disposition pour pouvoir approfondir cette dimension, et donc au travers des programmes de l'Union européenne. Donc c'est une offre de fonction support à la dimension européenne de vos collectifs. D'accord, merci. Alors écoutez, au point où on en est, je vois qu'on a passé beaucoup de temps, mais c'est normal, et puis c'était un temps précieux, je pense. L'idée de prendre toute une série de thèmes que vous avez d'ailleurs évoqués les uns après les autres, ça va, à mon avis, être un petit peu compliqué, à part un ou deux que je voudrais absolument aborder au moins avant qu'on se quitte. Peut-être au point où on en est, là, en fonction de l'échange que vous avez eu, je pense que c'est plutôt intéressant que ce soit vous qui disiez ce sur quoi vous avez envie d'interroger l'un ou l'autre, quoi. Donc vous avez des micros qui sont là. Je vais faire remonter les micros. Juste en 2 phrases, certaines interventions m'ont fait penser à un point de réflexion qu'on avait et qui, moi, me paraît important. C'est la question de la maturité des gens qu'on recrute. Notre logique au départ a été de dire il faut qu'on ait des gens qui soient à peu près au même niveau en termes d'intégration déjà dans les rédacs, etc. De ne pas avoir, par exemple, que des débutants, de ne pas avoir des débutants et des gens déjà hyper seniors pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans les relations et dans les possibilités d'échange, de réseaux, de contacts, d'informations, etc. Et en même temps, nous, on voulait avoir une diversité, notamment générationnelle, et ça me paraît un point intéressant. Du coup, je trouve hyper intéressant l'idée d'accompagner des jeunes qui débutent à la pige, parce qu'effectivement, il y a ce besoin quand on commence. Moi, je voulais qu'on soit fiers de nous. Et en fait, on l'a tous plus ou moins dit. Toutes, c'est hyper difficile d'être pigiste. On galère. Il y a des moments où on a tous envie de décrocher, tout envie de décrocher. Au sein de mon collectif, comme dans les vôtres, il y a eu ces moments d'entraide et vraiment de solidarité très importante. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment, je pense que c'est ce qui fait que je suis encore pigiste 15 ou 16 ans après. Sinon, je n'aurais pas tenu du tout. Et aussi, la puissance des projets qu'on peut développer à plusieurs. Vraiment, plus de cerveaux valent mieux qu'un. Et que ce soit des projets collectifs d'ampleur, d'enquête, de reportage, de livres collectifs, d'expositions ou autres, il n'est pas donné à tous les journalistes de pouvoir mener ces projets. Et je trouve que c'est vraiment une force incroyable que de les penser, les réfléchir et les mener à bien de A à Z. Et aussi une source de fierté. Et quelqu'un le disait parfois, très souvent d'ailleurs, on est assez maltraité par les rédactions. Et finalement, de nous-mêmes, de la part de nos pairs, on peut avoir ce sentiment de réussite qui ne viendra pas par un compte en banque bien garni, mais plutôt par la réussite d'un projet journalistiquement intéressant et ambitieux. Et pour ma part, juste un mot sur le projet qu'on a fait l'année dernière, c'est quelque chose qui nous a pris plusieurs années. On a tout constitué sur ce projet de Femmes à abattre, et vraiment, on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de chouette. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être... Mais on l'a fait grâce à nous, on a tout construit avec nos petites mains de A à Z, et c'est aussi ça qu'il faut, je trouve, montrer à travers les expériences des collectifs. Il y a les galères et il y a aussi parfois les réussites. Et voilà, donc moi, en vous entendant, ça m'enthousiasme encore plus, quoi. Attendez, je voudrais garder le micro, parce que justement, c'est un sujet... Quand vous avez monté ce projet, c'était un truc d'initiative, de votre initiative. Bon, c'est super, vous étiez nombreuses, etc. Comment on se finance ? C'est-à-dire... Franchement, on a beaucoup travaillé gratuitement au départ, mais c'est une surprise pour personne. Et ensuite, on a suivi un programme grâce à Médiane qui nous a accompagnés sur un peu le côté éditorial et aussi le côté logistique, comment s'organiser pour créer une communauté, pour faire des choses qu'on n'avait jamais faites, comme créer une newsletter, etc. Et puis ensuite, on a démarché Mediapart, qui a été notre partenaire principal, qui nous a permis de publier les enquêtes. On a trouvé d'autres partenaires à l'étranger aussi,
qui étaient intéressés par l'idée de publier nos enquêtes. Donc en fait, ça a été déterminant, bien sûr. Au départ, on était parti sur un autre mode de financement, mais on avait peur de ne pas conserver la main sur le projet qu'on avait initié. Donc ça nous a fait quitter un mode de financement peut-être plus confortable pour pouvoir faire aboutir le projet tel qu'on avait envie de le voir aboutir. Et franchement, c'est vrai que le côté enquête nous a pris du temps, mais le côté financement, c'était très, très chronophage. Et c'est un vrai apprentissage. Peut-être dernière chose, avant de passer le micro à mes collègues, c'est qu'on a, je pense, beaucoup de mal à parler d'argent quand on est pigiste. Et c'est quelque chose qui, culturellement, doit changer. C'est un paradigme, enfin, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et je m'en veux parce que là, j'ai encore une erreur de débutante. J'ai dit oui à un projet sans savoir combien j'allais être payée. J'étais là, trop cool, yes. Et en fait, bon, voilà. Et je m'en veux parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on doit aborder, mettre sur la table. Ça devrait pas être un tabou, donc je m'auto-flagelle, mais voilà, il y a des choses, des pistes d'amélioration sur ce sujet. Je voulais juste rebondir sur l'argent, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. En fait, je pense qu'il faut, comme disait Delphine, il faut qu'on négocie notre valeur, en fait. C'est-à-dire que quand on fait des enquêtes à 3, à 4, à 5, à 6, il y a une valeur ajoutée, et on n'en a pas toujours conscience. Et nous, à Eureport, on est super nuls pour négocier aussi, hein, toujours pareil. Mais on commence à prendre conscience de ça, c'est-à-dire que, évidemment, le sujet qu'on aurait fait tout seul dans son coin n'aurait pas eu la même ambition, n'aurait pas eu la même qualité, c'est logique. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on pense collectivement à se dire que quand on va proposer un sujet sur plusieurs mois qui a de la valeur ajoutée, à essayer de le négocier auprès des rédacs, et se dire que quand c'est un collectif qui propose quelque chose, surtout s'il y a un collectif par exemple sur certains domaines, le journalisme de solutions, l'environnement, enfin des thématiques qu'on a l'habitude de maîtriser, a une vraie valeur ajoutée. Et parfois une valeur ajoutée qui peut être supérieure à des rédactions en interne, parce qu'on prend le temps, on prend beaucoup plus le temps qu'en interne, et trop souvent encore malheureusement on va être payé sur des enquêtes ambitieuses de plusieurs mois, plusieurs années, sur des simples tarifs des pigistes. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à négocier. Nous, quand on part sur des enquêtes de plusieurs mois, on peut plus seulement aller sur un seul média ou travailler juste avec Mediapart ou même 2 médias. Donc on est obligé d'aller chercher des bourses, donc des bourses européennes qui, eux, vont nous financer 3, 4, 5 mois d'enquête. Se dire il faut forcément partir avec la télé puisque c'est les seuls à payer pendant 6 mois ou 1 an sur un sujet. Donc ça, c'est pas normal aussi. C'est-à-dire que quand un média nous achète un sujet, il doit acheter la valeur ajoutée de ce qu'on propose. Donc voilà. Oui. Je voulais réagir sur la thune. Parce que effectivement, c'est le nerf de la guerre. Alors d'abord, par rapport à la question sur la diversité générationnelle et sur la question de quand est-ce qu'on recrute, qui on recrute surtout, nous, on a un petit peu évolué là-dessus. On s'est rendu compte, en fait, effectivement, que parfois, on avait des candidatures de jeunes journalistes qui souhaitaient... en fin de formation ou avec une année d'expérience rejoindre la pige et qui savaient, ils y connaissaient pas grand chose, et du coup parfois il y avait des situations où ils allaient se rendre compte que finalement ça leur convenait pas, et finalement ils ont fini par quitter le collectif parce que c'était une situation un peu difficile pour eux, et ils n'avaient pas forcément de réseau parce qu'ils venaient débuter, etc. Et maintenant, c'est vrai que dans la réflexion, tu disais, c'est vraiment un tout, on réfléchit vraiment en fonction, mais la motivation, c'est quand même le point principal, et la motivation, et savoir dans quoi aussi on s'engage, parce que c'est pas juste, on insiste bien sur le fait que c'est pas juste un coworking. On est là aussi pour se soutenir, mais l'idée c'est quand même d'être partie prenante du collectif et de savoir où on va, et qu'il y ait vraiment une collaboration à long terme. On est dans l'idée de collectif, on est à notre compte, mais il y a l'idée de vraiment s'inscrire dans un tout, et pas pour 2 mois. Donc on a mis en fait en place un système une espèce de garantie, de proposer à ceux qui souhaitent s'engager
du coup payer pour 6 mois, s'engager pour 6 mois. Ça leur permet déjà eux de mûrir un peu leur réflexion et être sûrs du coup que vraiment ils sont prêts à s'engager en tant que pigistes et pas juste je vais voir 2 mois parce que finalement ça peut être autant négatif pour nous que pour eux, parce que c'est vrai que quand on engage quelqu'un c'est pour que la personne reste. Voilà, il y a cette première question et ça me permet aussi de parler, de réagir sur la question de l'argent, parce que moi c'est vrai que quand j'ai rejoint le collectif j'étais pigiste déjà depuis 3 ans et j'avais tendance à subir un peu cette question de la précarité, l'isolement, le fait de se dire il faut que je me constitue mon réseau mais je connais personne, etc. Et le collectif, aujourd'hui, effectivement, moi je le conseille et je pense qu'on ne peut pas être pigiste sans collectif. Vraiment, c'est une conviction que j'ai acquise en étant au sein des Incorrigibles, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un levier et surtout ça m'a permis de changer mon regard, la façon en fait de me présenter vis-à-vis des médias, être moins passive mais plus active et surtout de prendre en main, enfin d'avoir plus de sentir que j'ai plus de poids, plus de qu'on peut effectivement négocier, qu'on peut faire valoir ses droits, parce que ça m'a permis aussi de me renseigner auprès de mes confrères du collectif sur effectivement la loi, sur les bulletins de paye, le brut, le net, la carte de presse, etc. Des choses effectivement que je connaissais pas quand j'ai débuté. Et effectivement, aujourd'hui, ça me sert vraiment. Et quand je dis que je suis pigiste aujourd'hui, j'en suis fière. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment une grosse évolution. Alors, attendez, là, il y a une demande ancienne, là, et puis après, ici, si vous pouvez... parce que je vois le temps qui passe extrêmement Moi, vite. je voudrais lancer le débat peut-être sur comment est-ce qu'on fait valoir, justement rebondir sur cette valeur ajoutée, comment on fait valoir la valeur ajoutée de la marque, en fait, en quelque sorte. WeReport est très connu, quand même au sein des médias. Donc, est-ce que faire partie d'un collectif, ça peut permettre d'être mieux reconnu dans une rédaction? Personnellement, Solvau... ça fonctionne pas non plus très bien. Les rédactions réagissent à la qualité du synopsis et à la qualité de l'histoire proposée. Et le fait qu'on soit un membre collectif ou pas, ça change pas grand-chose. Donc si quelqu'un a des idées sur comment faire valoir la valeur ajoutée du collectif, je suis preneuse. Alors là, on a une demande ancienne. Oui, je sais, oui, mais okay. Allez-y. Du coup, je vais essayer de faire vite. Du coup, pour répondre à cette question-là, nous, à Tupige, on est rentré dans certaines rédactions parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui a commencé à piger et qu'à un moment donné, par exemple, il y avait un cahier à faire en plus et la rédaction nous a demandé est-ce que vous avez des personnes qui peuvent travailler sur telle ou telle thématique, et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on a des relations privilégiées avec certaines rédactions. C'est rare, très très rare. Et nous, ce qu'on essaie de faire en termes de collectif, c'est la négociation salariale surtout. Parce que vous parlez de grosses enquêtes et de gros projets avec des financements. Dans la pige du quotidien, enfin, la pige moins ambitieuse, on va dire, on reste quand même sur des tarifs qui sont minables. N'ayons pas peur des mots. On n'a toujours pas de tarif minimum au feuillet pour le web, ni pour le podcast. On est toujours à négocier. Et en fait, nous, dans le collectif, on est parti du principe qu'un média qui ne respecte pas ses pigistes, c'est un média qu'on ne va ni lire, ni pour lequel on va travailler. Donc ça, c'est une vraie force de frappe de notre part. Enfin, force de frappe, non, mais en fait, c'est quelque chose que nous, on pourrait se dire au sein des collectifs de pigistes, parce qu'on les connaît, ces médias qui payent extrêmement mal, qui refusent de négocier leurs tarifs, ou même de les publier sur Paye ta pige. On les connaît, ces médias-là. Et donc, si nous, à notre échelle de collectif, on arrive à se dire « Ok, on arrête de bosser avec vous, parce que dans tous les cas, on est perdant, on va jamais réussir à bosser et on n'est pas écouté, et de toute façon on n'a pas envie de travailler pour une rédaction qui nous manque de respect, enfin plus que les autres. Si au niveau de tous les collectifs de pigistes ou d'une majorité de collectifs de pigistes, on arrive à se dire ok, telle rédaction, on veut plus bosser avec vous, tant que vous changez pas vos grilles salariales, ben je pense qu'on aura davantage de poids. Et c'est nous aussi pour ça qu'on est là à Tupige, enfin que je suis là aussi à Tupige, c'est pour vous dire qu'en fait ça serait bien, au-delà des enquêtes, au-delà des projets très intercollectifs, qu'on mène aussi des actions de lutte comme le fait Profession Pigiste, mais
au niveau des collectifs, c'est-à-dire de se dire, Alors on le fait par exemple pour le Canard enchaîné, on est quelques-uns sur un groupe WhatsApp à le faire. Et à voilà. négocier. Mais du coup qu'on puisse avoir cette logique de se dire voilà, tel média on veut plus bosser avec vous, c'est à vous de changer, c'est pas à nous de le faire. Et en fait vous vous privez de la force de frappe. Et il y a des rédactions qui ne tournent pas sans pigiste. Et ce sont bizarrement celles qui payent le moins bien, quoi. Oui, c'est vrai que nous, en tout cas, quand on s'adresse en personne morale, comme Albert aux rédactions, ça fonctionne beaucoup plus que quand c'est juste Anna Rousseau qui... voilà, on a des rapports tout à fait courtois, mais quand c'est Albert qui parle, c'est beaucoup plus efficace et effectivement, les tarifs augmentent. Voilà. Alors, juste, je rajoute un tout petit point par rapport à ce que tu... Je suis frappé, dans les échanges que j'ai eus avec vous, certains mettent leur nom et le nom du collectif de pigistes derrière, et d'autres non. Donc je me dis, est-ce que c'est une manière effectivement de s'exprimer autant que collectif, ou est-ce que... enfin voilà, c'est peut-être un détail, mais je trouve que c'est assez important, intéressant de le noter. Oui, juste je rebondis par rapport à ce que tu dis. Nous, effectivement, en termes de collectif, c'est même pire que ça. C'est qu'on a des médias qui, par exemple, ont oublié de nous payer. Et quand en fait, on envoie un mail du collectif, le lendemain, on est payé. Oups, pardon, je me suis trompé de RIB, je ne l'ai pas envoyé au bon endroit. Bah voilà. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Ça, c'est une... Il y a deux rédactions... L'oubli de RIB est vachement bien. Voilà. Pardon, excusez-moi, c'était pas le bon RIB. Oui, ça fait juste 4 ans qu'on travaille ensemble. Hein. Voilà. Et donc, en fait, d'avoir cette force de frappe. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on met en avant nos collectifs, parce qu'on sait que nous, par exemple, Tupiche, sur certains sujets, on n'a plus besoin de se présenter, en fait. D'accord. Alors moi, je voulais juste rester sur le pognon, parce que les enquêtes à 22 000 € de mon voisin, je voudrais savoir comment tu... Moi j'ai 25 ans de pige dans les pattes aussi, tout ça je connais, donc on a décidé de ne plus jouer le jeu de l'économie des médias et le jeu tu négocies à 10 balles près ta plus-value, machin. Enfin, je me souviens avec Mathieu, on a fait une enquête sur la pédocriminalité. Mediapart, tu as un forfait pige et puis tu as la pige scoop. Et nous, on avait sorti un scoop et ils avaient oublié la pige scoop. Hein. Et en plus, on parle de Mediapart qui est plutôt un média qui fait le job, qui est sympa, qui est bien payeur et tout, mais il a fallu qu'on aille faire un peu le tapin en disant pige scoop, s'il vous plaît. Enfin bon. Donc nous, on a décidé, tout ça, ça ne nous intéresse plus. Et donc en fait, ça ne nous intéresse plus parce qu'on passe un temps fou et on a autre chose à foutre que de dire pige scoop. Donc du coup, l'ONG sert à ça en fait. C'est-à-dire que nous, on a créé une ONG pour sortir complètement de ce rapport de force-là sur la négociation salariale et pour imposer un rapport de force qui est éditorial. Et en fait, c'est l'objectif de notre boulot. Et donc, en faisant ça, ça nous a ouvert des financements européens, ça nous a offert des financements bourse émergence et surtout des défiscalisations très intéressantes parce qu'on ne fonctionne qu'avec des dons en fait. C'est-à-dire que, et donc pour répondre à la question, on a un budget de fonctionnement de 200 000 € par an, une enquête nous coûte 22 000 et je n'avais pas répondu à la question tout à l'heure, mais on est 8 cofondatrices, cofondateurs et une enquête, c'est pour répondre au mentorat, etc. C'est-à-dire que on a eu l'expérience de dire t'es sympa, tu vas bosser avec nous, comme ce que vous dites, et puis ça s'est plutôt très mal passé, parce que d'être sympa, c'est sympa, mais c'est pas l'objectif non plus. Donc du coup, on a décidé de mettre l'argent, on a salarié. C'est-à-dire que maintenant, chez Splorn, on est 2, on va passer à 4, ce qui fait qu'on n'est pas meilleur, mais comme on a cofondé, on sait à peu près ce qu'on veut, ce qu'on fait, etc. Donc il y a ce salarié avec un pigiste. Parce que les pigistes, et notamment les femmes, puisque nos pigistes sont féminines, parce qu'on s'est rendu compte que sur l'investigation, c'est des jeunes femmes, hein, il n'y a pas de mecs, en tout cas chez nous. Et donc c'est aussi les encourager, c'est-à-dire on fait le job, on paye plutôt bien par rapport aux autres, on offre un service juridique, etc. Et peut-être parce qu'en fait, on ne fait pas nos malins, parce que je pense qu'on a des choses qui, comme ça, font que ça peut marcher. On a 2 marraines qui s'appellent Inès Leroux et Morgane Large, et dès que tu fais toc-toc, on t'ouvre la porte. Et ça, je veux dire, voilà, on a des marraines qui font que la porte s'ouvre plus facilement que d'autres. Et on a un territoire particulier, on est en Bretagne, et ça ne rigole pas en Bretagne. Et donc, du coup, on a cette région qui, en fait, est un territoire porteur d'alerte, porteur de sources, porteur de financement. Alors je ne parle pas de financement de collectivité, etc. Évidemment, 0 pognon de ce côté-là, mais de financement
de citoyens. Et en fait, pour l'instant, depuis 3 ans, on a nos 200 000 euros qui tombent tous les ans, avec 2 grosses campagnes que l'on fait avec des vraies offres de défiscalisation, notamment à Noël, où là, on fait quasiment 60% de notre année. Les gens nous filent un gros chèque et ils ont un beau cadeau de Noël de l'État, quoi. Mais je pense qu'on a les marraines, on a le territoire, et c'est Mathieu, je crois, tu disais, on a l'agrobise, et nous, on est sur l'agrobusiness, que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre ligne éditoriale, c'est on s'intéresse à la mafia de l'agro-industrie, etc. Et en fait, ça impacte tellement tout le monde sur son quotidien que on a un financement tout le temps, quoi, de gens. Parce que franchement, c'est un sujet qui impacte chacun, que tu sois pauvre, vieux, femme, machin, tout ce qu'on mange, on s'empoisonne, etc. Et nous, on s'est rendu compte que on a de l'argent, quoi. Oui, on parle d'argent, j'en profite pour faire un point, si vous pouvez le transmettre même dans vos collectifs, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me rends compte que beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'avec l'AFDAS, les pigistes ont une enveloppe de 4 000 € par an de formation. Donc vous pouvez déposer un dossier et avoir un financement de formation sans toucher à votre CPF, et vous êtes rémunéré à hauteur de 10 € par heure de formation. Donc transmettez-le, parce que je me suis rendu compte encore cette semaine que dans notre collectif, même des vieux de la vieille n'étaient pas au courant, alors que c'est quand même une super opportunité de se former chaque année. C'était juste le point info. Il y a un pognon de dingue qui repart sinon dans les autres caisses de formation si on ne l'utilise pas. Là, je crois qu'ils ne sont pas du tout intervenus pratiquement. Je voulais donner un autre exemple en fait, de financement et de manière de financer nos projets. Donc, nos collectifs Argos, on fait des projets qui sont souvent sur 3 ou 4 ans, parce que le temps de chercher l'argent justement prend pas mal de temps. Mais pour vous donner un exemple assez concret, le projet qu'on fait actuellement sur Océan et Climat, le Boomerang, on a 4 reportages à l'international et 4 reportages en France. On a réussi à trouver 100 000 € de financement. Donc on a pour ça quelqu'un qui nous aide à chercher les financements, qui prend un pourcentage de ce qu'elle trouve. Ce sont principalement, donc, comme je disais tout à l'heure, des financements de fondations d'entreprises qu'on choisit. On ne prend pas la fondation Total, par exemple. Et on construit évidemment notre ligne éditoriale du projet avant de trouver ces financements et indépendamment de la fondation qui le finance. Donc on a trouvé 100 000 € de fondation d'entreprise, dont beaucoup s'engagent en fait sur 3 ans. Donc on leur présente le projet en leur disant que c'est un projet qui durera 3 ans, le temps de mener l'enquête, de partir sur le terrain et de construire derrière les outils de diffusion qui sont donc l'expo et le livre. Donc ils s'engagent sur 3 ans et pour comparer, la presse dans ce projet-là pour l'instant a mis 12 000 € qui sont des achats en fait des sujets une fois qu'ils sont faits, et parfois de la production. On arrive encore à trouver très rarement un magazine qui va produire un des projets. Voilà, donc c'est une échelle qui est intéressante. 12 000 € pour l'instant par la presse et 100 000 € par les fondations d'entreprises ou institutions publiques. Juste vite fait, je rebondis, parce que de collectif en collectif, on travaille avec Disclose, et en fait, le comptable de Disclose, Vivien, est aussi notre comptable qui connaît 1000 astuces pour trouver de l'argent que nous, on ne connaît pas. Donc, pour pousser encore l'histoire des collectifs, on a décidé de bosser avec Disclose. Et eux, à Disclose, ne nous aident pas du tout sur la question éditoriale, partenariale ou quoi, mais sur la question comptable et financière. D'accord. Moi, je voulais juste ajouter un mot. Si on voit autant de collectifs aujourd'hui, je crois aussi que c'est juste la conséquence de la précarisation de ce métier et des médias qui payent de plus en plus mal. Donc, on est tous à aller chercher des fondations d'entreprise, des bourses ici ou là. Je pense vraiment que la solution collective, c'est la seule solution. Je parle à notre petite échelle de collectif dans le Sud-Est, mais on s'est bagarré pour faire évoluer les tarifs. Alors on n'est pas les seuls, hein, mais je pense à Reporter notamment, qui est parti de très très loin et qui fait mieux. C'est pas encore incroyablement payé, mais c'est mieux. Je pense à Mars Actu, on a engagé des discussions de négociations salariales. J'ai entendu plusieurs fois, c'est vrai que c'est un tabou le pognon dans ce métier. Faut sortir de ce truc-là. Je le dis comme une incantation, hein, mais vraiment, je pense que c'est la seule voie, c'est de se bagarrer aussi pour accorder de la valeur à ce qu'on fait. Et pour ça, je pense que les collectifs, on a tout intérêt à bosser ensemble, et aussi à dire que on a des propositions communes avec une valeur ajoutée. Et enfin, nous, on le voit en quelques années.
le regard des rédactions, il a vraiment changé sur notre taf. Donc voilà, moi c'est plus une invitation à s'auto-congratuler et à défendre nos tafs, quoi. Voilà. D'accord. Je vais vous demander, là au point on en est, je vais pas vous frustrer de ne pas vous donner la parole, mais on va faire court. On va prendre juste les 3 derniers, et après je voudrais qu'on puisse aborder, parce qu'on arrive à la fin, la question de est-ce que ça vous paraît intéressant de continuer à se rencontrer et pour faire quoi? J'ai vu quelques idées déjà. Il y a la blacklist des médias, il y a, etc. Il y a un annuaire des collectifs dont on va parler. Il y a éventuellement des rencontres régulières, etc. Si on peut prendre un moment pour dire, pour pas se quitter en se disant, bah voilà, c'est sympa. Comment on continue, quoi. Mais allez-y, et puis avant qu'on aborde ce c'est justement là-dessus que je voulais un petit peu enfoncer le clou, dire que moi je rêverais d'un truc fort, d'un truc collectif, de l'ordre de la lutte, quoi, tout simplement, même si on n'est ni un syndicat, ni on ne se substitue pas à profession pigiste, mais on sait très bien que c'est compliqué de s'engager dans que c'est des organisations qui ont leur rôle, mais qui ont du mal aussi pour des raisons chronophages, tout simplement. Et là, vu le nombre qu'on est, et on voit effectivement depuis quelques temps émerger des luttes par médias, des boucles WhatsApp, etc. Insistons peut-être là-dessus, ou continuons, enfin réfléchissons peut-être aussi le nombre qu'on est. Je trouve ça déjà vraiment un super pas en avant. Il y a un truc qu'on avait fait à l'époque où j'étais en rédaction, c'est on s'amusait à regarder la production d'un staffé converti au prix du feuillet, combien il serait payé à la fin du mois. Ça pourrait être quelque chose de très simple à systématiser pour aussi alerter les staffés qui sont à l'intérieur et qui, eux, participent dans les gros médias qui en ont aux négociations salariales annuelles, dont les pigistes sont systématiquement exclus, évidemment, mais qui, eux aussi, ne serait-ce que par les réunions du personnel, sont dans le dialogue social au sein de l'entreprise dont on est totalement exclu. Donc peut-être que ça peut être une stratégie comme ça, qui pourrait même derrière aller sur du name and shame, on ne sait-on jamais, enfin... Je suis très motivé pour ça, en tout cas. D'accord. Là, j'avais... Oui. Je suis désolée, du coup, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais je reviens à ta question au début. Nous, on a un collectif de photographes, donc du coup, on est peut-être un peu plus privilégiés, dans le sens où, dans les signatures, apparaît toujours le nom de notre collectif. Par ceci, du coup, on est identifié par le collectif, c'est une image de marque. Et une des stratégies qu'on a mis en place, notamment, c'est d'aller voir et de se présenter en tant que collectif auprès des rédactions. C'est-à-dire qu'on on a une adresse mail de collectif, on envoie un mail aux rédacs, on leur propose des rendez-vous pour venir montrer notre travail. On a été voir plusieurs rédactions, à plusieurs. Voilà notre travail individuellement et voilà le travail des autres collègues. Et donc, du coup, par la suite, on est appelé, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre collectif qui est disponible pour faire tant ou tant? Et donc, du coup, voilà, ça aide aussi là-dessus. Ok, là il y a... Oui, si vous pouvez faire glisser je fais vite. Je voulais rebondir sur la question de la précarité. Je sais que c'est contre-intuitif, mais moi j'essaye de lutter un peu contre cette manière qu'on a de se présenter, parce que j'ai quand même l'impression que se présenter comme précaire appelle la précarité et donne l'impression qu'on est en galère et que donc on est prêt à tout accepter. Nous, dans notre collectif, par exemple, je pense que la moitié d'entre nous gagnent bien, voire très bien leur vie, et l'autre moitié, c'est assez compliqué. Il reste la question de la projection dans le temps, où effectivement, là, il y a une vraie difficulté à trouver moralement et psychologiquement un sentiment de stabilité, mais je pense qu'il faut faire attention avec cette notion. Il y a de la précarité dans le métier en général, mais c'est pas forcément que lié à la pige. Et même si ça prend du temps à trouver un vrai fonctionnement, à apprendre à négocier, à se vendre, à rappeler à l'ordre juridiquement les rédacs, etc., bah, au bout d'un moment, il y a quand même des journalistes qui y arrivent et qui peuvent vivre correctement. Je rebondis sur la question de l'organisation, totalement favorable. Je pense qu'un outil qui peut être intéressant en termes de communication, c'est Discord. Je ne sais pas combien de rédactions sont là-dessus. Je ne sais pas dans quelle mesure Slack, c'est gratuit ou pas, mais en tout cas, Discord, c'est gratos. Ça fonctionne hyper bien, c'est facile. Il y a de la vidéo, on peut stocker des documents. On peut avoir des canaux par collectif, c'est vraiment hyper facile, hyper intuitif, hyper pratique. Et je voulais rebondir sur un autre truc, mais du coup j'ai oublié. Si la question de la marque, c'est pareil, c'est un truc où il faut qu'on apprenne à le développer. En fait, à l'écrit, on peut le faire, c'est juste qu'on n'a pas le réflexe de le faire. Moi, je sais que quand je vais faire le guignol sur les plateaux télé, je leur demande de me présenter comme membre du collectif de journalistes indépendants Longshot, et en fait,
quand on le demande, les gens le font. Si, un dernier point important sur les questions de négo, hyper intéressant de réfléchir à se syndiquer en tant que collectif pour peser dans le rapport de force. Je sais qu'on commence à le faire dans des rédactions. Au Canard, je crois que les résultats sont pas ouf pour l'instant. On le fait aussi nous au Monde Diplo. Au Monde Diplo, on est en train d'essayer de porter une négo où on voudrait faire sauter la rémunération au feuillet, qui n'a pas beaucoup de sens quand on fait des enquêtes ou des reportages pour le Diplo, pour réclamer en fait que en gros une page c'est un SMIC au moins et 2 pages c'est 2 SMIC. Donc si on fait 2 pages dans un numéro, ce qui ferait exploser le tarif au feuillet. Mais du coup, la question derrière, c'est comment on fait pour que toutes ces syndications, soit des niveaux de rédac, soit un niveau de collectif, etc., puissent se regrouper. Moi, j'ai été membre du bureau national du SNJ. Un constat que je fais dans l'engagement des pigistes au sein de mon syndicat, c'est qu'en fait, on avait pas mal d'anciens, pas toujours des pigistes très pointus, des gens un peu en galère, etc., machin. Et en fait, ce qui manque aussi à un moment, c'est d'avoir tous les gens de talent qui sont dans les rédacs, qui sortent les enquêtes, qui sortent les scoops, qui sont les gens qui peuvent inquiéter un peu les rédacs quand on leur dit, mais en fait, maintenant, il faut bouger. Et c'est vrai que les syndicats sont un peu à poil, donc je pense qu'il faut avoir les 2 démarches en parallèle. Je fais mon militant syndicaliste de base, hein, même si je ne suis pas à jour de cotise, mais en fait, je pense qu'il faut s'engager dans les 2 démarches qui sont... Non, je pense qu'il faut à la fois se fédérer sur les différentes initiatives et se syndiquer aussi pour coordonner les efforts quand il faut aller peser contre les rédacs. En fait, c'est 2 types de menaces qui, je pense, fonctionnent moins bien si elles sont séparées. Les syndicats étaient invités à participer. Ils sont là. Voilà. Donc ils sont là. Voilà. Non, j'étais juste pour dire que c'était pas, on n'avait pas cloisonné. Voilà. Voilà. Il y a une question. Alors, oui. Attendez, là, ça devient un peu compliqué. Parce que je suis dans l'angle mort, donc on ne me voit pas. Oui. Je voulais juste réagir sur la question de l'argent, etc., de la valorisation. Je pense effectivement que les collectifs, en tant que collectif en soi, jouent vraiment un rôle dans la capacité à négocier avec les rédactions. Quand je dis négocier, je parle simplement de juste faire respecter les droits, parce que, de mon expérience, ça n'a pas forcément réussi à forcément faire augmenter des tarifs ou quoi, mais ça permet de rappeler un peu les règles de base qui sont déjà pas ouf. Et ça aurait évidemment encore plus de poids si on communiquait en tant que à l'échelle de l'ensemble des collectifs. Après, sur la question de la valorisation du travail collectif, justement, sur des enquêtes au long cours, sur des reportages à plusieurs mains, etc., des formats qui sont possibles qu'avec la richesse des collectifs. J'ai l'impression que c'est pas dans les rédactions, en tout cas, que les financements ils se trouvent pour ça. Même dans les rédactions qui jouent plutôt le jeu, comme on dit, Mediapart, et c'est là que je trouve effectivement que peut être intéressant des modèles comme Sman ou Disclose, qui sont un peu hybrides, mais j'ai l'impression que du coup il faut aller chercher peut-être d'autres sources de financement quand on parle de fondations, etc. Que là-dessus, encore une fois, je trouve que les collectifs et les pigistes en général s'illustrent par une certaine créativité et capacité à aller chercher des modèles qui n'existent pas forcément pour financer des choses. Mais je trouve que c'est 2 choses différentes, quoi. Sur l'enquête, j'ai l'impression que même si on négocie des augmentations de feuillets, ça reste ridicule si on reste payé au feuillet pour une enquête qui... Voilà, bref. Merci. Et, oui, j'ai regardé l'heure là. On est déjà un peu au-delà. Est-ce que je peux juste ajouter un mot ? Je veux bien vous le... Oui, allez-y. Parce que j'ai oublié de dire une chose qu'on fait à Extramuros qui peut vous intéresser, c'est que lors de nos déjeuners du lundi, régulièrement, on invite des rédacteurs en chef à venir se présenter et présenter leurs besoins en pige. Et en fait, cette formule permet aussi, ce qu'on disait sur l'image de marque d'Extramuros, ça fait qu'on devient vraiment la marque Extramuros, ils savent à qui s'adresser et ils peuvent voir quel est le panel de pigistes représentés au sein du collectif. Et ça nous a permis de passer des messages à certains qui arrivaient avec des tarifs qui étaient plutôt très au ras des pâquerettes et de leur dire, ça nous étonnerait que dans le collectif, vous trouviez quelqu'un qui travaille à ce prix. Donc ça nous a permis avec certains de leur dire, vraiment en face, en plus quand ils sont entourés de 15 pigistes, forcément, c'est un peu compliqué de... Donc, c'est aussi une formule qui marche bien de leur demander de venir. Nous, on se présente, eux présentent leurs besoins. Et finalement, à la fin, ils savent que s'ils s'adressent à nous, ils trouveront toujours quelqu'un dans le collectif pour répondre à la commande qu'ils ont, quoi.
Dernière petite... Oui, je vais vous passer la parole, mais... Peut-être que c'est parce que vous avez déjà aussi une image d'enquêteur, parce qu'aux Inco, on a essayé de faire ça, de demander au rédacteur en chef de venir nous voir, de venir nous rencontrer à Montreuil. Vous n'avez jamais le temps, c'est trop loin, on n'a pas le temps, et malheureusement, on avait cette idée-là, de dire, regardez, on est 20 personnes à votre service, mais il faut aussi respecter nos droits, et on n'a jamais réussi à déplacer quelqu'un. Donc, bon. D'accord, merci. Donc là, il y a la personne... On va pas pouvoir, je suis désolé. Bon, alors, 1 minute, alors, là. Je te redonne la parole juste après, mais je voulais dire juste... Attendez. Bon. Pardon, excuse-moi. Ben, vas-y. Non, vas-y. 1 minute chacun. Élise Descamps, secrétaire générale de CFDT, journaliste, pigiste. Je confirme que si on veut de la place, il faut prendre le pouvoir. Je suis arrivée à la tête de CFDT journaliste. On ne peut pas faire autrement que prendre le pouvoir dans les syndicats si on veut que ça bouge de l'intérieur et dans les entreprises. On est encore loin d'avoir un réseau hyper au point sur les pigistes. On y travaille. C'est un travail, vraiment, il faut que vous preniez le pouvoir, y compris dans les syndicats. Je précise aussi qu'actuellement, on est en égo. Pablo en fait partie. Moi, j'en fais partie des barèmes de pige web avec le SPIL. Donc bientôt, normalement, si on signe, il y aura des barèmes. Pour l'instant, ils resteront ras des pâquerettes. On n'arrivera pas à avoir des tarifs élevés, mais on peut encore jouer sur quelques aspects. C'est des minima. L'idée, c'est d'encadrer ceux qui sont encore plus bas, que ça devienne illégal. Mais on peut encore jouer sur certains aspects, et là, vraiment, votre avis sera important. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, de participer à la réflexion, de revenir vers les syndicats sur ces questions de minima, de pige web, parce qu'il y a encore des petites choses à négocier. On a encore quelques réunions. Voilà. Voilà, et on fait un travail collectif intersyndical entre journalistes pigistes qui est assez important. Moi, j'étais le premier à féliciter Élise quand elle est devenue secrétaire générale de CFDT journaliste. Donc, je me présente, Pablo Iquel. Je suis secrétaire général adjoint du SNJ-CGT, moi-même journaliste pigiste. Je voulais évoquer 2 choses. Un collectif qui n'est pas aussi structuré que les vôtres. On a créé à la Gazette des Communes, on l'a appelé collectif, même si on ne s'est jamais vraiment réunis. C'est surtout en ligne avec des échanges, les plumés d'InfoPro, parce qu'on s'est fait plumer par InfoPro Digital, le plus grand groupe de presse professionnelle. Il y en a qui sont là. Et on a pesé sur les négociations. C'est moi-même qui étais aux négociations annuelles obligatoires depuis 2020. À chaque fois, ils nous disaient on ne va pas parler des pigistes. On a réussi à obtenir une augmentation en 2022 pour la première fois être inclus dans les négociations obligatoires pour la première fois depuis 10 ans. Et la deuxième fois, ils voulaient encore nous exclure. On a fait une grève de 6 semaines qui a impressionné les staffés, et y compris les rédac-chefs et les directeurs de la rédaction qui ne comprenaient pas pourquoi la direction ne cédait pas. Elle a fini par nous remettre 2%. C'est rien. Pour beaucoup de gens, ils nous disent comment on peut se battre autant pour obtenir si peu. Et concrètement, les salariés staffés, ils disent que c'est la première fois que quelqu'un fait plier la direction sur une décision qui était déjà prise. Donc ça montre bien que l'organisation, quand c'est des collectifs, on arrive à faire des choses, mais il faut se syndiquer. Et avec mon autre casquette SNJ, CGT et Fédération européenne de journalistes, j'ai vraiment envie de vous dire, il faut absolument qu'on prenne en main, et là je rejoins ce que dit Élise, c'est si les journalistes pigistes ne sont pas dans les syndicats, ils ne sont pas dans les négociations. Moi, je fais les négociations annuelles de la FNPS, la presse professionnelle. Là, je suis en radio. Concrètement, s'il n'y a pas des pigistes qui viennent demander où en sont vos barèmes, combien les gens sont payés concrètement, combien de personnes utilisent tel et tel barème en radio, les autres... Enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas, les représentants des postés, c'est qu'ils ne connaissent pas les réalités. Et les employeurs sont d'une brutalité énorme en négociation. Il faut qu'on se mobilise ensemble, et c'est pas aux autres de se mobiliser à notre place, c'est à nous de nous mobiliser pour nous. Je pense qu'on va réussir quelque chose d'important avec le SPIL.
notamment avec des barèmes, elle a dit, Élise, des minima, mais ce ne sera pas que des minima les plus petits, il y aura des minima évolutifs, donc avec des augmentations de salaire pour les pigistes réguliers. Si on réussit ça, on va essayer de pousser pour que ça existe aussi en presse nationale, en presse spécialisée, en presse magazine. Il faut qu'on arrête. Écoutez, il va falloir qu'on arrête. Je sais que vous allez être frustrés pour beaucoup de raisons, mais on ne peut pas se quitter sans avoir échangé sur quelques messages. Donc, comme l'a dit Jérôme, les assises peuvent être un espace qui vous permette de vous retrouver comme on l'a fait là. Enfin non, pas tout à fait. Ce qu'on a imaginé, mais je ne me rends pas compte, enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a un certain consensus là pour dire on a envie de continuer. Sous quelle forme, tout ça reste à discuter. Il y a effectivement beaucoup d'outils qui peuvent être mis en place. Vous avez évoqué effectivement des échanges de thèmes, de sujets. Vous avez aussi des alertes, des questions d'alerte sur des problèmes qui peuvent se poser en termes de liberté de la presse. Il y a aussi d'éventuelles alertes. Mais au-delà d'outils, je pense qu'il y a effectivement toute une série de thèmes qui ont été abordés, qui peuvent être approfondis, et que vous avez certainement besoin d'approfondir et de davantage hiérarchiser, ce que vous avez d'abord besoin de traiter, etc. On a vu que là, la question de l'argent, par exemple, en fait partie, mais il n'y a pas que. Il y en a bien d'autres. Il y a sur les valeurs, les thématiques, les productions collectives, etc. Donc, ce qu'on a plus ou moins déjà dessiné en tant qu'assise, si ça vous intéresse, on ne cherche pas une exclusivité. Si vous voulez vous revoir dans un mois, dans 2 mois, ailleurs, etc., nous, on n'a aucun problème là-dessus. Mais en revanche, on peut vous garantir que l'année prochaine, on peut le refaire, mais là, on le fera sur un autre format, c'est-à-dire probablement ailleurs, c'est-à-dire dans un espace ailleurs à Tours, où vous aurez une journée pour bosser, quoi. Et vraiment sous forme séminaire, etc., interne, etc. Donc ça, c'est une option qu'on peut mettre sur la table, de la même manière que je peux continuer, même si ce n'était pas mon projet, mais je peux continuer à faire circuler les choses entre vous, mais vous êtes assez grand aussi pour le faire sûrement aussi. Donc, si vous voulez qu'on assure un peu un secrétariat, entre guillemets, donc Hugo, on va faire avec Hugo une synthèse de ce que vous vous êtes dit, de ce qu'on s'est dit. On va vous la renvoyer, on va la renvoyer à ceux qui n'étaient donc pas là. On vous propose de réagir, éventuellement, toute forme de contribution. Et là, du coup, le support que vous pensez le plus efficace pour faire circuler ce genre de contribution, n'hésitez pas à le faire. Pour aujourd'hui, on peut, en tout cas pour ce qui est de ce moment d'atelier, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on est obligé de libérer cet espace. Je vous avais dit qu'on aurait un lieu, il est modique. Il y a un petit espace où vous pouvez éventuellement vous poser, mais pas avant, qui est l'endroit qui est labellisé Ajar, parce que l'Ajar n'est pas là, donc on squatte. Et puis il y a effectivement les assises qui vous sont ouvertes, tous les espaces des assises. Je pense que là, vous avez tout un tas d'éléments de contact, etc., qui vous permettent de continuer la discussion sans qu'on soit sous cette manière formelle. Moi, je ne peux même pas vous accompagner dans cette démarche parce que je dois animer un autre atelier sur la question des jeunes femmes journalistes. D'ailleurs, je pense que jeunes femmes journalistes de sport, si vous vouliez nous rejoindre, ça serait pas mal. Merci pour la démarche. Merci. Pour les personnes qui ne sont pas dans les ateliers et dans les collectifs et qui sont intéressés par un minimum d'infos sur les collectifs, c'est-à-dire on a fait circuler toute une série d'éléments, on les a synthétisés les uns et les autres, vous les avez validés sur le contenu de ce qu'étaient vos collectifs. Donc ça, j'en ai sorti un certain nombre d'exemplaires, si ça vous intéresse. C'est à votre disposition. Merci. Et je vous prie de m'excuser pour ceux qui n'ont pas pu parler suffisamment.